Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté cette interview. Pour toi, qu'est-ce qui est à l'origine d'un échec? La plupart du temps, quels sont les éléments qu'on retrouve régulièrement? Alors, sur un échec professionnel, on va prendre vraiment, on va prendre l'échec entrepreneurial comme sujet numéro un parce que il y a plein d'autres formes d'échecs et même dans le monde professionnel, il y en a plein d'autres. Mais sur l'échec entrepreneurial, en général, la faillite, la liquidation d'une entreprise, ça vient d'un défaut finalement financier. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se retrouve devant le tribunal de commerce. Ce défaut financier, la plupart du temps, il est le mélange de décisions qui se sont révélées des erreurs. Donc la stratégie en fait? Oui, une stratégie qui a été posée et qui ne s'est pas révélée aussi bénéfique que ce qui était prévu. Qu'en général, on a essayé de changer, mais voilà, c'était là aussi souvent dans la précipitation. En tout cas, il y a eu des décisions qui ne se sont pas révélées de bonnes décisions. Et ça a été multiplié par un contexte en général économique qui s'est retourné. Parce que quand le contexte économique est excellent, les erreurs sont gommées, sauf des très très grosses erreurs, mais les petites erreurs sont gommées. Quand le contexte économique se retourne, ce qui a été le cas de 2008 et de la grande crise économique que nous avons eu à traverser, là, ça ne pardonne pas. C'est un peu, je fais souvent le parallèle avec le bateau. Quand la mer est d'huile, que le vent est portant, tout doux, on peut naviguer de manière à peu près approximative. On va pas aller sur les rochers. Quand la mer commence à grossir et que le vent force 6, force 7, force 8, force 9, là, il ne faut pas se tromper. Parce qu'on va à l'eau assez rapidement. C'est pareil dans le cas d'une entreprise. Et donc, voilà, cette double conjonction de décisions qui se sont révélées des erreurs et d'un contexte économique qui s'est retourné, c'est en général les deux ingrédients qu'on trouve la plupart du temps dans les cas de faillite qu'on suit et sur lesquels nous accompagnons les entrepreneurs dans leur rebond. Alors souvent quand même, moi j'ai souvenir, c'est David Lefrançois qui m'en avait parlé, David Lefrançois qui est le coach qui m'a formé au coaching, qui disait en fait très souvent dans les entreprises, on met l'échec de l'entreprise sur du financier, en tout cas c'est le premier point accusé, mais avant ça souvent il y a la partie commerciale qui est censée ramener l'argent. Quand ça fait défaut en général c'est parce que l'organisation n'a pas suivi. Et en fait, encore au-delà, la stratégie ne devait sans doute pas être bonne, mais il y a encore un autre pilier, et c'est souvent le dernier sur lequel on travaille, alors que c'est souvent le premier sur lequel il y a le problème, c'est l'humain. Oui, bien sûr. L'humain, le comportement. Des gens qui ne savent pas toujours se remettre en question. Et d'ailleurs, j'ai souvenir, je me souviens malheureusement plus de la façon dont tu l'as formulé, mais tu as dit sur une réunion de 60 000 rebonds, les dirigeants dans les années qui viennent qui n'auront pas été coachés, leur entreprise ne pourra pas être aussi performante qu'elle le devrait ou qu'elle le pourrait. Alors, ce que tu dis est à mon avis tout à fait juste. En tout cas, je partage complètement ce sentiment. Il y a les erreurs d'analyse. C'est important. Erreur et d'ailleurs bonne décision d'analyse. Mais dans la plupart des grands enjeux que nous menons, l'aspect de comportement dans lequel je mets la motivation des équipes, le caractère ambitieux, l'intelligence collective, à contrario, l'arrogance, l'incapacité à dialoguer, etc. Ces facteurs-là dopent considérablement, évidemment, les capacités d'analyse. Une bonne analyse, mais une mauvaise mise en œuvre par des équipes démotivées, très probablement va arriver à des erreurs et à des désillusions. A contrario, une stratégie moyenne, mais mise en œuvre avec un enthousiasme collectif extraordinaire, on le sait, on le voit tous les jours, va probablement donner des réussites. Donc cette dimension humaine, combien elle représente? 20%, 60%, 80%, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de thermomètre encore pour vraiment l'identifier. Mais on sait que c'est un enjeu clé et difficile à maîtriser. Parce que l'humain, c'est fait de rationnel, c'est fait d'émotionnel, j'allais dire, une pâte à modeler compliquée et qui bouge tous les jours. Mais c'est ce qui en fait tout l'enjeu. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de spécialistes dans l'entreprise. Quand ça va bien, et puis de spécialistes surtout, quand ça va mal, pour comprendre ce qui s'est produit. Parce que je crois vraiment qu'au sein des entreprises, c'est au moment des épreuves et des échecs qu'on peut le plus comprendre ce qui s'est produit.
Quand tout va bien, d'abord, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps et qu'on prenne le temps de comprendre. Et puis, je pense qu'on survole les choses, pris par l'enthousiasme. C'est quand tout va pas très bien, va même mal, qu'éventuellement il y a eu des dégâts importants, que là, un travail très profond peut être fait pour grandir, pour progresser. Moi, je pense qu'il faut que les individus souffrent un peu, ou même beaucoup, pour vraiment se métamorphoser et aller chercher ce qu'il y a de plus profond. Pour passer le cap de la résistance au changement, finalement. Le résistance au changement, la honte, masquer les choses, pas aller au fond des choses. Je pense qu'on révèle véritablement. Alors, je ne suis pas un adepte de la souffrance permanente. Je pense que jouir est très important aussi. Et la motivation, l'enthousiasme sont des éléments clés pour avancer. Mais pour grandir, pour progresser, je pense qu'il faut travailler et que les moments de souffrance sont des moments, c'est d'ailleurs une des bonnes choses de la souffrance, sont des moments clés de débriefing, de retravail, de compréhension, d'approfondissement aussi, de remise à plat, de remise en cause. C'est un travail fabuleux. On ne le fait pas en général. On le fait difficilement à titre individuel, on le fait encore plus difficilement à titre collectif au sein des entreprises. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance soit à se contenter de solutions simples qui ne mettent pas en cause les individus. C'est les concurrents qui ont fait moins cher. Ah oui, c'est les concurrents qui ont fait moins cher. C'est facile, voilà, mais c'est souvent pas la raison. Et il faut vraiment des patrons très imprégnés de cette culture, qui souvent eux-mêmes ont vécu d'ailleurs des difficultés et des épreuves fortes, pour inculquer cette culture du fail management, du post-mortem, du débriefing. Sinon, on met tout sous le tapis et on passe à autre chose. Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à toutes les questions.